In the tense days following the drive across Brittany, a breathless world hears that American troops have wheeled towards Le Mans, key to the Paris road. Can they get there? These pictures give the answer. And what a welcome the town gives its liberators. The inhabitants can't all express their feelings in English, but lips were not only made for talking. The American advance was so swift that the enemy were given no time to stand and fight, and so Le Mans has been spared the horrors of becoming a battlefield. The undamaged buildings show that here liberation has not meant devastation, as it has all too often in the Normandy fighting. And so there is no shadow to darken the joy these Frenchmen and women feel at their sudden deliverance. Collaborationists who tried to gain favor with their country's oppressors when the Nazis seemed all-powerful get what has been coming to them for 4 long years. Their jack-booted protectors have gone, leaving them to the mercies of their fellow citizens. French money takes some getting used to after dollars and dimes, but another French institution, Vin Rouge, goes down very well. The toast is Paris and victory. Monsieur le maire et son conseil, mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les officiers supérieurs, mesdames, messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs, merci de votre présence aux cérémonies du 75e anniversaire de la libération du Mans, organisée par la ville du Mans. Aussi, lors des différents temps d'hommage, des textes et témoignages recueillis par l'historien Emmanuel Jean dans son livre 8 août 1944, La libération du Mans, une liberté retrouvée. Donc ces témoignages seront intégrés au programme de cette commémoration. Nous sommes par ailleurs cette année, pour le 75e anniversaire, accompagnés de l'Association de la conservation des véhicules militaires et historiques qui nous présente ces véhicules d'époque. Les cérémonies commencent donc ici, au pont Gambetta, en hommage à messieurs Gabriel Baudereau, Moïse Lecointre et Raymond Gaufre. Elles se poursuivront rue Wilbur-Wright, au bas du tunnel, et se termineront à l'hôtel de ville. Nous allons démarrer avec des extraits du livre d'Emmanuel Jean, témoignages de l'abbé Merlet et de monsieur Chotard. Témoignage de l'abbé Merlet. Toute la matinée du 8 août, des hommes de la police passent régulièrement et crient « Dans quelques minutes, le pont Gambetta va sauter. Mettez-vous à l'abri !» Ils répètent ce message dans toutes les rues. Ils n'ont pas de mal à se faire entendre. La ville est calme. Il n'y a pour ainsi dire personne dans les rues. Les voitures ne circulent pas. La majorité des Allemands sont partis depuis longtemps. Nous habitons une maison possédant une cave voûtée. Elle est donc répertoriée comme abri. Nous y passons les quelques heures précédant la libération, attendant avec une certaine angoisse l'explosion du pont dont nous sommes très proches. Qu'est-ce que l'on va prendre s'il saute? Témoignage de monsieur Chotard. Apprenant que les Américains sont place de la République, j'y cours. Non sans avoir aperçu, en passant sur le pont de Luynes que les mines n'ont pas complètement démoli, une branche d'arbre coupée par une rafale de mitrailleuse, avant que ce ne soit au retour de la place de la République. Vers 17h30, char, place de la République. Arrivé boulevard René Levasseur, j'aperçois un premier char américain sur la place. C'est la joie. Je ne m'attarde pas, je reviens sur Pont-Lieu. Juste le temps de voir place de la préfecture, une troupe de soldats américains en colonne marchant dans le silence de leurs chaussures. Surprise totale, ayant toujours assimilé le défilé des troupes au bruit des bottes ou des chaussures cloutées.
Je reviens à Pontlieu en courant juste pour voir les premiers véhicules américains arriver par la route d'Angers après une fusillade intense. Viennent 7 ou 8 chars et quelques autres blindés. Des soldats s'accroupissent, fusil au poing, le regard tendu. Il y en a un sur la place du côté de la rue du Bourbat. Nous l'entourons. Quelqu'un lui offre un bouquet de fleurs. Il n'a plus qu'à se relever et porter le bouquet à son véhicule. Quelques soldats prisonniers descendent de la route de Parigné, les mains derrière la nuque. À la tombée de la nuit, crépitement de balles. Il y aurait des Allemands dans une maison au coin de la rue du Champ-de-Mars. Tout le monde tire, y compris des FFI, sans trop savoir pourquoi, car on ne verra pas d'Allemands sortir. En tout cas, dans la nuit, la maison flambera. Le soir, la troupe prend position tout autour de la place. J'ai pu emprunter un boîtier Kodak et avec la pellicule que j'ai pu trouver, je photographie. Il y a un canon anti-char à côté de chez nous. Un char également dont j'apercevrai toute la nuit suivante la tourelle par l'imposte de la porte de notre chambre. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, messieurs les officiers, monsieur le commissaire, messieurs les élus, mesdames les élus, et puis l'ensemble des citoyens qui sont ici présents, l'ensemble des porte-drapeaux qui sont toujours fidèles à tous les rendez-vous de la ville et qui ont été honorés l'an dernier de la médaille de la ville. Je voudrais aussi saluer ici la présence d'une descendante d'un soldat américain qui est décédé à Courcival le lendemain de la libération du Mans. Et je voudrais la remercier de sa présence et la saluer. Et je pense que, compte tenu du fait qu'elle est venue jusqu'au Mans pour la première fois, on peut l'applaudir. Vous sachiez, madame, que si nous sommes ici, au pied de ce pont, c'est parce qu'il y avait un char américain, Sherman, qui était juste de l'autre côté. Ce char américain, des divisions qui avaient approché le Mans dès le 7 août, était là pour protéger le dernier pont de la ville du Mans. Celui que les Allemands avaient préservé jusqu'au dernier moment, en espérant y faire passer les dernières troupes qui quittaient et qui se retiraient des combats qui avaient lieu à l'ouest de la ville. Ce char était là, il surveillait, et les Allemands étaient juste à côté. C'est d'ailleurs assez cocasse que pour le 75e anniversaire, il y ait des travaux à ce qui était le centre téléphonique de l'époque, qui sera incendié. Ce char surveillait l'ensemble de la rive gauche, et pendant qu'il surveillait pour protéger ce pont, alors que l'ordre avait été donné de le faire sauter, et que celui qui devait le faire, ce soldat allemand, à 14h20, je crois, n'étant pas là, ce pont n'a pas sauté, alors que 42 torpilles avaient été reliées pour le faire exploser. Et à ce moment-là, il y a des gestes de courage, d'héroïsme, qui sont le fait de ceux qui se sentent jusqu'au bout concernés. Ça a été le cas de Gabriel Gaudreau, qui est ici sur cette plaque et qui va décider, avec une tenaille, d'aller sectionner les fils qui reliaient l'ensemble des torpilles. Il sera rejoint par deux autres jeunes, Moïse Lepointe et puis Raymond Gaufre, et puis aussi 2 adultes qui seront aussi associés à cet acte qui va conduire ce jeune homme et ceux qui l'accompagnaient à couper les fils des torpilles, à désamorcer en somme les capacités explosives qui étaient réunies pour faire exploser ce pont. Cet acte de bravoure
et je le rappelle, surveillé de l'autre côté de la rive par les Américains qui attendaient d'être sûrs de pouvoir passer pour pouvoir poursuivre l'offensive qui les conduira d'ailleurs dans chacun des endroits à remonter vers la place de la République et aller vers la gauche, vers le tunnel où nous irons tout à l'heure et où il y a eu aussi des combats. Eh bien, cet acte d'héroïsme, il est là pour rappeler que dans les moments difficiles, dans les instants difficiles, où il faut faire des choix qui engagent sa propre vie, eh bien, il y a des hommes, des femmes, qui durant toute cette période, avant la libération, jusqu'à la libération, et jusqu'au moment même de cette libération, souhaiteront, eh bien, au péril de leur vie, s'engager pour sauver des vies, sauver aussi des bâtiments, sauver un pont qui restera donc intact et qui permettra ensuite aux ensembles des armées américaines de passer sur ce pont pour, je l'ai dit, poursuivre l'offensive. C'est donc un moment, le 8 août, de libération. Dès le 7, ça a été rappelé par les témoignages qu'on a maintenant clairement indiqué que cette ville du Mans avait été désertée par l'occupant, n'y laissant que quelques soldats chargés justement des basses besognes, que la plupart des bataillons organisés étaient partis pour remonter, poursuivre l'engagement avec ce qui était à l'époque la grande poche de falaise et qui a conduit à des combats très importants. Et puis les armées américaines vont continuer, elles aussi, après Le Mans, à remonter vers le nord, vers Alençon, avec rejoint en cela par la 2e DP du général Leclerc. J'ai toujours en tête d'ailleurs quand j'étais gamin, à Londres, dans mon village, dans le canton de Loué, juste à côté de Londres, il y a un village qui s'appelle Chassillet. Et à Chassillet, il y a une plaque qui rappelle que le général Leclerc a dormi à Chassillet avant justement de rejoindre la chapelle Saint-Aubin et de repartir vers la conquête d'Alençon et la bataille de Filé. Voilà pour résumer toute cette histoire, mais on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, ce rassemblement ici sur ce pont, il est là pour rappeler que, à un moment aussi important d'une libération, après 4 ans d'occupation, les Manceaux et les Mancelles se sont retrouvés et certains d'entre eux ont eu le courage d'aller couper des fils pour empêcher que le pont explose. Et c'est pourquoi nous sommes ici tous ensemble réunis pour porter haut leur mémoire, marquer par notre présence l'engagement qui a été le leur et se rappeler toujours que dans tous les moments difficiles, il faut toujours du courage. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un d'eux vous dit calmement: honneur à tous, honneur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand.
Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, la lumière, adieu le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard en Erevan. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sous nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. Et Jacques Durier. Hugo Beer va nous lire un témoignage extrait du livre d'Emmanuel Jean, 8 août 44, La libération du Mans, une liberté retrouvée. Il s'agit d'un témoignage de Madame Jardin qui, enfant, nous relate ses impressions sur le 8 août et plus particulièrement sur l'événement qui s'est déroulé au bas du tunnel où sont décédés les trois gendarmes. Le jour de la libération, je me trouvais seul à la maison. Je rejoignis une petite copine pour aller voir l'arrivée des Américains. Nous nous trouvions en haut du tunnel. L'endroit nous attirait. Il y avait beaucoup de monde. Les hurlements des membres de la défense passive, des résistants, les vrais ou les faux, des gendarmes et des soldats allemands nous surprenaient. Je me souviens du bruit des tirs de pistolets dont les balles nous frôlaient. C'était impressionnant. Ma petite camarade et moi tremblions de peur. Mais en même temps, notre curiosité d'enfant nous maintenait dans ce spectacle hallucinant. C'était comme dans un cauchemar. C'était nouveau et gigantesque. J'étais témoin d'une fin de cette maudite guerre et j'étais fier. Nous crions en brandissant nos jeunes poings pour faire comme les grands sans doute. Soudain, nous fûmes brusquement arrêtés dans notre excitation. Nous apercevions, montant ce tunnel, des hommes qui portaient des brancards à tour de bras. 3 brancards chargés de 3 gendarmes touchés par balles. Mon regard ne pouvait se détacher de ces visages si blancs qui laissaient présager leur destin. Nous restions cloués sur place, bousculés, sourds aux cris et aux pétarades des pistolets. 2 fillettes âgées de 10 ans au milieu d'adultes animés par la haine, la vengeance et la violence. Puis, nous fûmes brutalement arrachés à cette vision apocalyptique que nous vivions. Des bras vigoureux nous saisirent fermement et nous dirigeâmes vers notre rue en nous recommandant d'une voix ferme et vibrante de ne pas sortir de notre domicile.
La cérémonie à l'hôtel de ville se déroule devant la plaque en hommage aux anciens élus municipaux Henri Lefebvre, Roger Bouvet, Alexandre Oyon, Louis Floch et Gabriel Descartes. Hugo Beer va nous lire des extraits des témoignages du livre d'Emmanuel Champ. Mon cher René, nous sommes libérés depuis mardi. Toi, tu as eu cela un peu plus tôt que nous. Nous avions eu de la chance que tout cela se passe sans bataille dans la ville. Seulement des petits nids de résistance de Schleux qui n'ont pu se retirer à temps. Des sacrifiés, et c'est tout. La plus grande bataille de la ville s'est passée à côté de chez nous, dans le parc de la préfecture. Dans un abri, un lieutenant a fait croire qu'il était avec un général et 9 hommes alors qu'il était tout seul. La bataille a duré 2 heures jusqu'à 10 heures du soir. On a fini par faire sauter une porte de l'abri avec une mine qui m'a rendu sourde pendant près de 10 minutes. On a retiré le type dans le coma. Et quel fut l'étonnement de tous quand ils n'ont retrouvé qu'un seul type. Témoignage de M. Lardry. Les Américains ont été bien reçus au Mans. Tous les gens souriaient. On leur offrait des tomates, ils en raffolaient. Ils étaient vus comme des libérateurs, et en plus, il n'y avait pas eu de dommages. La libération s'est réalisée en douceur. Nous descendons la rue Gambetta. Au niveau du pont, un canon américain de 75 mm est en batterie avec des obus sur le trottoir. À ma connaissance, il n'a servi à rien. J'ai vécu cette libération comme un soulagement. On ne pouvait en effet pas faire grand-chose en raison du couvre-feu. Les conditions de vie étaient difficiles. Il y avait également la peur des déportations. 2 jours avant la libération, un homme est venu dire à mon père qu'il allait être arrêté. Heureusement, son arrestation n'a pas eu lieu. Il faisait en effet partie d'un réseau de résistance faisant passer des personnes en zone libre. Je ne me suis pas vraiment aperçu des activités clandestines de mon père. J'avais toutefois quelques soupçons. Alors qu'une forteresse volante avait été abattue, mon père est arrivé à la maison avec une carte prise dans l'avion. Sur cette carte figuraient les emplacements des groupements de résistants renseignant les aviateurs alliés. Témoignage de Madame Marshall Conchaud. 4 mai 1945. Cet après-midi, je suis allé à la gare. Il y a eu 3 trains supplémentaires de rapatriés, presque uniquement des prisonniers de guerre. À l'arrivée de chaque train, le haut-parleur faisait entendre la Marseillaise. Je ne pouvais pas empêcher les larmes de me piquer les yeux. Et je pense à ton émotion, mon Paul, quand ton train rentrera en gare. 7 juin 1945. Jean est allé aujourd'hui à Angers afin de voir un type rapatrié qui avait dit en gare du Mans qu'il te connaissait. Alors cette fois, je sais de source sûre où tu étais en février, à Neustadt-Furt. Mais cela n'atténue pas mon angoisse. Ce type t'aurait perdu de vue au moment où tu étais entré à l'infirmerie avec Vieille, un prof de philo à Buffon. Et ensuite, vous auriez été transporté à l'hôpital. Qu'avais-tu, mon mari chéri? Je sais que tu avais un moral excellent et que tu remontais les autres. Le type, dans son langage imagé de forain, a dit à Jean: Marshall, le maître d'école, c'est un copain, c'est pas un con. Il nous faisait des conférences le soir, comme ça on s'ennuyait pas. Tu disais, paraît-il, tant pis si je n'en reviens pas, j'ai un petit Français qui court là-bas. C'est bien maigre comme piste. Merci mon Dieu pour cette petite goutte d'espoir dans cette incertitude terrible. 9 juin 1945. Tout est fini depuis le 17 janvier. René Bouet, déporté dans le même camp, a tenu à venir me prévenir lui-même, après avoir été au lycée de garçons où les élèves ont entonné la Marseillaise. La complainte du partisan. Paroles d'Emmanuel Dastier de la Vigerie, musique d'Anna Marly.
Allemands étaient chez moi. On m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore, nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Dans la prison des frontières. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, l'ennemi l'a pris. Il est mort sans surprise. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard
élevé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. On est là rassemblés cet après-midi, ce soir, pour fêter la libération. Et en fait, ce qu'on a cherché aussi à faire, c'est rappeler, et ça a été le cas du témoignage qui a été lu, c'est que pendant ces 5 années qui ont marqué l'Europe et le monde, qui ont marqué la France, bien sûr, dans toutes ses composantes, beaucoup qui ont fait la guerre, qui ont résisté, qui se sont battus, qui ont refusé le joug du nazisme, beaucoup, s'étaient rappelés, ne sont pas revenus. Et fêter la libération, c'est la fête pour tous ceux qui étaient là, qui avaient passé ces moments les plus difficiles, quelquefois en essayant d'oublier ce qui se passait, d'autres fois en s'engageant aussi, d'autres fois aussi en considérant qu'il y avait un combat à mener et à conduire, au péril de leur vie. Et si nous sommes ici à l'Hôtel de Ville, c'est parce que les élus, un maire, Henri Lefebvre, ces élus du conseil municipal, Roger Bouvet, Alexandre Oyon, Louis Floch, Gabriel Descartes, ont été des élus engagés. Engagés pour résister, engagés pour refuser ce qui était la loi du nazisme. Ils l'ont payé de leur vie. Ils ne sont jamais revenus. Et c'est pourquoi nous sommes ici, à la fois pour fêter la libération. Et c'était rappelé dans la chanson de Louis Aragon. C'est aussi pour dire à ceux qui restent, vivez libres, vivez comme vous l'entendez, vivez dans le respect. Ils sont morts pour ça. Ils sont morts, et c'est pour ça que nous sommes là, rassemblés, et j'en suis vraiment très heureux, nombreux. Nombreux parce que toutes ces commémorations, elles se succèdent. C'est la 75e. Mais toutes, elles ont à rappeler, toujours, je l'avais dit l'an dernier, un message, à redire que si, dans le monde dans lequel nous vivons, et qui, parfois, a des accents inquiétants, ben, il faut rester mobilisé, rester vigilant, et avoir le souvenir suffisamment vivace pour que chacun comprenne que dans des moments difficiles, il faut toujours rester droit, fidèle à des principes, fidèle à la liberté, fidèle au respect de l'humanité. Je crois que c'est ça aussi le message qu'ils auraient voulu que l'on passe au moment de la libération, celui qui a été celui de la fête, parce que c'était la fête, c'était la fin, je l'ai dit, de la sombre période, l'idéologie et d'un régime totalitaire, le nazisme. Et c'est cette fête qui était l'objet de la joie, qui a accompagné plein de mancelles et plein de manceaux. Et j'en ai rencontré une tout à l'heure qui me disait qu'elle avait été toute petite sur un des chars Sherman qui était justement en face du pont Gambetta. Ben oui, c'était une manière d'exprimer sa gratitude et sa joie vis-à-vis de soldats. Et je l'ai dit tout à l'heure, en saluant encore une fois notre amie américaine qui est venue, dont l'arrière-grand-oncle, si j'ai bien compris, est passé au Mans, lui, toute, pour décéder le 9. Ben lui aussi, il faut qu'on y pense. Il faut qu'on se dise que ceux qui sont morts, eh bien, ils ne sont pas morts pour rien. Et si on est là aujourd'hui pour commémorer à chaque anniversaire la libération,
c'est aussi pour penser que la liberté, eh bien, c'est un bien précieux qui mérite l'engagement de tous et de toutes. Merci.